السلام على أشرف المرسلين. ها هو منتدى الشعب يضرب لكم موعدا آخر لمناقشة قضايا غاية في الأهمية وهي المعضلة الليبية. لا شك أن الوضع في ليبيا يحتم علينا إحداث أو إثارة نقاش حول ما سوف تؤول إليه الأوضاع في ليبيا، خاصة بعد التطورات الأخيرة وعدم تفويض برلمان طبق على الحكومة الجديدة التي لا تزال تراوح مكانها، وكذا التلويح بتدخل خارجي قد يزيد من تعفن الوضع ومن الأزمة ومن اللاجئين في ليبيا. لهذا استضفنا لكم الدكتور إلياس بكرة، المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة التابع لرئاسة الجمهورية، لمناقشة هذا الموضوع وكذا محاولة استشراف التطورات التي ستحدث في ليبيا وموضع الجزائر وتأثير ذلك على الجزائر وكذا دول الجوار عامة. باسمكم جميعا أرحب بالدكتور إلياس بكرة في هذا النقاش، كما أرحب بكل الحاضرين معنا من إطارات المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة وكذا الأساتذة الجامعيين وكذا كل الباحثين والمهتمين والزملاء والإخوة من الأسرة الإعلامية المشكورين على مرافقة نشاط هذا المنتدى. بدون إطالة أحيل الكلمة إلى الدكتور إلياس بكرة، فليتفضل مشكورا. الدعوة، أشكركم أيضا على الحضور وعلى الإصغاء. مطلوب مني أن نتكلم اليوم على ما يسمى بالأزمة في ليبيا، الكريز ليبيا. في المرحلة الأولى سوف نتكلم على إعادة النظر في التطرق لهذا النوع من الأزمات. Je pense personnellement que les approches actuelles, qui reposent sur la notion classique de conflit, c'est-à-dire le conflit tel qu'il s'est dessiné dans la configuration bipolaire, à mon avis n'est plus efficace. Nous ne sommes pas du tout dans la même configuration de conflit. Les conflits ont évolué avec la mondialisation et la transnationalisation. On en a le conflit le système bipolaire, qui étaient des conflits qui sont classiques, avec l'effondrement de l'URSS, du bloc socialiste, la transnationalisation avec toutes les conséquences qu'elle a sur l'atténuation de la dimension stato-nationale. On a vu une période de transition où des types de conflits déjà différents, tels que celui que nous avons connu, qui nous a été aussi imposé pendant plus d'une décennie, alors que l'Irak va inaugurer un nouveau type de conflit. Alors, en général, il s'agit toujours de situations contrastées où se côtoient, où se mélangent à la fois une conflictualité locale, régionale et internationale. Alors, pourquoi? Parce que les sociétés arabes, les sociétés africaines, nous sommes en train de passer par des situations soumises à des contraintes d'abord internes, aspiration démocratique, aspiration de développement, aspiration à un meilleur être, etc. Et aussi à des défis d'adaptation au contexte de la mondialisation, qui sont marqués par la dérégulation, par le questionnement et la redéfinition du rôle de l'État, qui sont aussi définis par un processus de recomposition mondiale dicté par la nécessité pour l'Occident de reconstituer l'empire colonial. Donc toute la convergence de ces facteurs nous donne naissance à des conflits d'une nature inédite. Alors, à l'origine, c'est des conflits locaux qui trouvent leur cause profonde dans des dynamiques
sociétale et nationale. Cependant, ces dynamiques restent toutefois extrêmement sensibles à l'influence et à l'ingérence étrangère, c'est-à-dire l'ingérence des puissances extérieures qui, elles, sont, comme je le disais, motivées principalement par le statut stratégique d'une région ou d'une sous-région riche en ressources naturelles. Alors, en raison des continuités géographiques, de la similarité des facteurs, de la convergence d'intérêts objectifs des acteurs, nous n'avons plus affaire à des conflits, mais à de véritables complexes, que j'appelle complexes polymogènes, c'est-à-dire des systèmes de conflits. Alors, ces foyers de conflictualité nourrissent des dynamiques interdépendantes qui se constituent en foyers. Alors, ils sont d'abord, comme je le disais, tous les conflits, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que l'étranger, ou la puissance étrangère, peut tomber du ciel comme ça, d'ex nihilo, et sans relais interne, pouvoir vous déterminer ou vous détruire. C'est toujours les contradictions internes. Alors, tous ces conflits, quand on analyse le modèle de conflit actuel dans le monde arabe, commencent par des conflits qui sont le produit de conjonctures nationales distinctes, relevant d'acteurs, de modalités et d'enjeux différents, mais qui finissent par s'articuler les uns aux autres, s'alimenter, brouiller les frontières spatiales et devenir des crises d'envergure ou sous-régionale ou régionale. Regardez par exemple la première agression contre la Libye, les conséquences qu'elle a eues sur l'ensemble du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Regardez ce qui s'est passé en Irak et ses conséquences sur la région. Ce qui s'est passé en Syrie et ses conséquences sur pratiquement la moitié du monde. Donc ce n'est pas des conflits classiques. Et c'est pour ça que j'appelle ces conflits, personnellement je ne parle plus de conflits, je parle de complexes, c'est-à-dire d'un ensemble polymogène, c'est-à-dire conflictuel. Alors, la notion de complexe polymogène, elle offre une grille de lecture qui permet de repenser et de donner des pistes nouvelles, à la fois pour les chercheurs et pour les politiques, pistes d'analyse, mais aussi de mise en place de programmes prophylactiques ou préventifs, parce que ces conflits se cristallisent sur le long terme, le long des espaces transfrontaliers, dont les dynamiques intrinsèques sont des facteurs d'amplification et de diffusion. Il n'y a plus de conflit simple, et il n'y aura plus jamais de conflit simple. Alors, on peut dire que ce qui se passe en Libye, ce qui se passe en Syrie, est un système de conflits qui est issu de conflits locaux, mais qui par des mécanismes liés à la similarité, à la transnationalité, à la porosité des frontières, à la convergence objective des intérêts, donc à la mondialisation des intérêts et des enjeux, sont convergents avec des intérêts qui débordent de loin. Il ne faut pas croire que, par exemple, ce qui se passe à Gherdaya est un problème strictement national. Sincèrement, il ne faut pas être idiot. Oui, il y a un aspect, mais la face nationale n'est qu'une face d'un complexe de facteurs dans l'essentiel, souvent, déborde les frontières nationales. Nous sommes dans des conflits transnationaux. Donc, ce qui se passe à Gherdaya, oui, c'est à Gherdaya, si vous voulez, c'est situé dans notre sud, mais ce n'est pas un conflit classique. On ne peut pas parler de conflit national. C'est un véritable réseau, c'est un véritable complexe polymogène. Et si on l'analyse correctement, on verra que ça déborde largement les enjeux nationaux. Actuellement, c'est très fréquent. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les conflits d'antan étaient des conflits qui impliquaient la dimension nationale, les conflits d'aujourd'hui impliquent forcément l'espace géopolitique, pas national, tout l'espace géopolitique,
implique plusieurs espaces géopolitiques. Donc, et la difficulté à gérer ces conflits, c'est que du fait de cette complexité, du fait de cette amplification, du fait de cette transnationalisation des enjeux, il est très difficile de gérer ces conflits pour la simple et bonne raison qu'ils ont la capacité de produire les conditions de leur propre reproduction. Ça veut dire que dans ces conflits, vous avez une multipolarité qui fait qu'en tant qu'État, vous gérez un ou deux pôles, vous avez un autre pôle qui va être surdimensionné et qui va réagir sur l'ensemble et le conflit redémarre. Vous n'avez qu'à regarder le conflit syrien. C'est un très bon modèle. Ce qui va se passer en Libye et ce qui risque de passer aussi en d'autres lieux, notamment chez nous si on ne fait pas attention, ben c'est ça. Donc c'est très difficile. Moi je me mets sincèrement à la place de ceux qui sont responsables au niveau central de l'Asie. C'est pas évident. C'est pas du tout évident. Alors par exemple, si je prends le monde arabe, pour situer ensuite notre conflit libyen. Le complexe conflictuel dans le monde arabe, on peut distinguer, à mon avis, ça c'est un travail qui est encore en cours, que je n'ai pas encore bien affiné conceptuellement. Il est en cours, si j'ai le temps et le moyen, je terminerai, sinon je compte sur vous. On peut distinguer pratiquement 5 systèmes de conflit ou 5 complexes polymogènes. Vous avez le complexe conflictuel de l'espace géopolitique maghrébin avec sa profondeur sahélo-saharienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quel que soit le conflit qui va apparaître au niveau du Maghreb, il aura un retentissement dans l'espace sahélo-saharien et l'inverse est vrai. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Le deuxième complexe conflictuel, c'est le complexe égypto-soudano-libyen, incluant son arrière-pays, la Corne de l'Afrique. Ce qui se passe dans la Corne de l'Afrique a toujours des retentissements sur le Soudan ou l'Égypte ou la Libye. Il y a aussi le complexe conflictuel de l'espace géopolitique syro-libano-jordanien, qui inclut évidemment la Palestine. Vous avez l'espace arabo-asiatique, qui est l'espace arabique, celui des pays du Golfe, du Yémen, avec son prolongement en Somalie. Et vous avez l'espace irako-iranien, avec sa profondeur aussi et sa conflit potentiel semi-tchérique. Alors, cet ensemble, qui est l'ensemble du monde arabe, qui est un ensemble géostratégique, tout en étant divisé en 4 complexes polymogènes, ou 5 systèmes de conflit, est articulé en même temps à l'Asie par la Turquie et l'Iran. Ça veut dire que n'importe quel conflit dans ce monde-là va inclure d'une façon ou d'une autre l'Iran ou la Turquie. Ça veut dire quoi? Pas physiquement, pas nécessairement physiquement. Ça veut dire qu'il faut qu'un des pays du monde arabe joue le rôle de la Turquie ou le rôle de l'Iran. Comme il est le cas par exemple ici au Maghreb, c'est le Maroc qui veut à tout prix jouer le rôle de la Jordanie. Ça aussi, il faut en tenir compte quand vous avez un conflit national. Si vous analysez en termes que je développe, il faut en tenir compte. Il est aussi articulé à l'Europe par la Méditerranée et le Maghreb. La preuve, c'est que tous ces conflits, le retentissement au niveau des flux de réfugiés se fait jusqu'en Europe centrale. C'est un phénomène inédit. Et il est articulé à l'Afrique par l'Éthiopie et le Maghreb. Alors, maintenant, le conflit, la centralité du conflit libyen dans ces espaces. Alors, on constate que la Libye est au centre de 2 grands complexes conflictuels. Celui que j'ai appelé l'espace maghrébin avec sa profondeur stratégique sahélo-saharienne, et celui que j'ai appelé égypto-soudanais avec son arrière-pays, la Corne de l'Afrique. Alors, les pays du Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, l'Égypte et le Soudan, pour le cas de la Libye, doivent constituer l'unité d'analyse de base. Ça veut dire que vous ne pouvez pas analyser correctement ce qui se passe actuellement en Libye si vous ne l'insérez pas dans cet espace beaucoup plus global. Une guerre contre la Libye aura, par conséquent, des répercussions sur un espace géographique transnational à peu près de 15 millions, de plus de 15 millions de kilomètres carrés, où résident à peu près 533 691 000 habitants, soit 30% de la population totale de l'Afrique.
vous ne pourrez apprécier ce qui se passe et ce qui va se passer dans le conflit que si vous l'incluez à. Donc ça déborde de loin la Libye. Ça veut dire que ces conflits entrent en réalité dans les cadres de stratégies mondiales développées par l'Occident en vue de reconstituer ou de retisser le lien colonial. La Libye devient une centralité à partir de laquelle se règle une stratégie mondiale. Alors, le conflit libyen est évidemment le produit d'une somme de facteurs interdépendants qui répondent à des logiques structurelles et systémiques convergentes. Alors, c'est un contexte de surdétermination. Ce n'est pas un conflit classique. C'est une somme de conflits emboîtés les uns dans les autres. Vous avez un conflit entre puissances étrangères. Nous avons l'affrontement entre puissances étrangères en Syrie. Vous avez un conflit politique interne, vous le savez. Nous avons un conflit sociétal entre les cadets et les aînés, qui est un problème générationnel auquel est confronté tout cet espace. Nous avons aussi un conflit tribal. Vous connaissez le poids des 3 grandes tribus qui pèsent, donc je ne rentre pas dans ces détails. Vous connaissez aussi le conflit ethnique entre Arabes, Berbères, Toubou, Touareg. Vous connaissez aussi le conflit régional de la Libye avec ses prétentions hégémoniques sur une partie du Sahara. Donc, où est le conflit là-dedans? Simple. Nous avons plusieurs conflits. Donc, ce n'est pas un conflit, c'est un complexe de conflits interdépendants. Et il y a un conflit qui, à un moment donné, compte tenu du rapport de force, va être surdimensionné, envelopper les autres et les alimenter. Par exemple, en Libye, on a commencé par un conflit apparemment politique, qui tout de suite prend l'ampleur d'un conflit identitaire, islamiste, régional, des 3 grandes régions, etc. Et en fonction du rapport de force, en fonction des modalités de l'ingérence étrangère, ça aussi c'est important, vous allez avoir un conflit qui va être surdimensionné, qui va apparaître comme le conflit essentiel, mais qui va en fait couvrir les autres conflits et les alimenter. Aujourd'hui, en Syrie, c'est clairement, nettement et violemment un conflit entre puissances étrangères. Ce qui a à l'origine passé pour un conflit entre Ba'ath et quelques partis d'opposition. En Ba'ath, à un moment donné, c'est devenu un conflit ethnique, parce que quand le veut ou non, il y a une dimension chiite sunnite, etc. etc. Aujourd'hui, la dimension, le conflit qui est surdimensionné, qui prend de l'ampleur, c'est le conflit entre la Russie et l'Occident. Donc, il faut faire très attention et ne pas simplifier les choses. Alors, si je continue sur cette question, donc, le monde arabe, on peut dire aujourd'hui, est un espace, un des rares espaces historiques qui a une profondeur, un des rares espaces géostratégiques qui a une profondeur historique, ça c'est important, c'est encore toute la civilisation islamique, je ne dis pas arabe, je dis islamique, je sais ce que je dis, ensuite islamo-arabe, ensuite berbéro-islamo-arabe, etc. Donc, il y a une profondeur historique, chose qu'on ne trouve pas partout. Deuxièmement, c'est aussi, en plus de cette profondeur historique, c'est un espace ressources, ça veut dire, actuellement dans le monde, les 2 espaces qui restent à ressources sont le monde arabe et l'Afrique. En Asie, les jeux sont faits, en Amérique latine, les jeux sont faits. Et aujourd'hui, il faut revenir à l'analyse de la mondialisation et du système capitaliste mondial, c'est très important. Aujourd'hui, ce système capitaliste mondial est dans une crise profonde. Ça veut dire qu'il ne peut survivre que s'il arrive à obtenir des taux de productivité et des taux de profit très élevés. Or, il ne peut obtenir des taux de productivité et des taux de profit très élevés qu'à 2 conditions. Soit disposer d'une valeur de la force de travail très faible, ça veut dire qu'il faut réduire les salaires, compresser, casser. C'est ce qu'il est en train de faire, mais ça a une limite. Pourquoi ça a une limite? Parce que ça va aggraver la question sociale, ça va aggraver les conflits internes, et il va se retrouver avec tous les marginalisés, y compris jusqu'au pratiquement segment des couches moyennes, sur le tout. Le capitalisme, qu'il soit américain, peut assumer
un certain niveau de conflit social, mais au-delà d'un certain stade, c'est toute la société qui devient impossible. Donc il ne peut pas aller sans limite dans la casse de la valeur de la force de travail. Qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste les matières premières. Pourquoi? Parce qu'il lui reste un autre facteur qui est la technologie. Mais la technologie a un coût financier qu'il n'a pas aujourd'hui. Il n'a pas les ressources financières nécessaires. Il lui reste un seul facteur qui peut assurer, qui peut l'aider à sortir du service de réanimation et de reprendre vie en tant que puissance hégémonique, c'est avoir des matières premières à très faible coût. Or, comment on peut avoir des matières premières à très faible coût? Certainement pas en négociant avec des États-nations puissantes. Certainement pas. Certainement pas en ayant en face des États-nations qui ont, selon ses voeux, la prétention de nationaliser et de dire nous sommes propriétaires. Certainement pas des États-nations qui sont capables de négocier en position de force le coût des matières premières. On ne peut l'avoir que si on a affaire à des espaces où il n'y a plus d'États-nations. Il peut exister des États infrapolitiques, religieux, ethniques, linguistiques, ethno-linguistiques, mais l'essentiel, c'est de ne pas faire l'erreur qu'il a faite auparavant, ou la colonisation. Pour se libérer de la colonisation, nos pays ont accouché de cet outil formidable qui est l'État-nation. Donc, il est obligé de reconstituer son empire colonial. Voilà, il est obligé de reconstituer son empire colonial. Alors, reconstituer son empire colonial, c'est tout simplement casser les États-nations et opérer un nouveau redécoupage territorial. Comme je le disais, les deux régions du monde où les ressources premières, les ressources naturelles, des terres jusqu'aux minerais les plus recherchés, se trouvent encore dans le monde arabe et en Afrique. Ce qui explique pratiquement la généralisation des conflits dans le monde arabe et en Afrique. Si vous faites l'étude de tous les conflits dans le monde, vous verrez que la palme revient au monde arabe et à l'Afrique. Si vous faites l'étude des conflits de ces dernières décennies en Afrique, c'est effrayant. D'ailleurs, on se pose même la question, mais je peux. Donc, c'est dans cette logique-là qu'il faut penser. Alors, il y a les facteurs internes, malheureusement, je ne peux pas m'étaler, j'en ai parlé. Il y a les facteurs externes, c'est cette crise du capitalisme, qui est une crise profonde. Parce que le capitalisme a commis son erreur la plus stratégique, c'est de s'être débarrassé du socialisme, de s'être débarrassé du bloc de l'Est. Ça lui a posé un problème économique, un problème identitaire, un problème géostratégique et un problème de définition. Donc c'est un gros problème. Et il a besoin aujourd'hui de reconstituer ce lien colonial qui est fondamental. Alors maintenant la Libye. La Libye, ce n'est pas la peine de s'étendre. Vous savez que c'est un espace à ressources. Vous savez que c'est un grand producteur pétrolier, des moyens gigantesques. Et puis, ma foi, vous savez très bien que ce n'est pas la première agression contre la Libye. Vous connaissez tous la première intervention militaire en Libye a eu lieu déjà en 2011. Vous connaissez tous la résolution de l'ONU qui a institué sous le nom Code américain Unified Protector qui a mis en place un embargo à destination. Alors comment ça s'est passé en Libye? En Libye c'est intéressant, il faut bien l'étudier parce que ça va devenir un modèle pour les Occidentaux. On a d'abord connu une phase d'affrontement. On frappe. On met le régime sur la défensive. Ensuite, on rentre dans une deuxième phase, qui est que j'appelle la domestication. C'est-à-dire que pendant cette deuxième phase, par le biais de moyens tels que l'embargo, les pressions, etc., on va domestiquer le régime et l'obliger à rentrer, comme on dit, à saf. Alors vous savez que Kadhafi a fait l'objet de tellement de pressions qu'il a été obligé de reconnaître l'attentat de Lockerbie, de livrer les hommes,
Il a donné tous les renseignements nécessaires sur les groupes armés qu'il finançait en Europe. Bref, il sait, si vous voulez, entre guillemets, normaliser. D'accord, ça c'est la deuxième étape. Vous n'avez qu'à voir les visites très fastueuses du défunt Kadhafi en France, en Europe, alors qu'à un moment donné, il était déclaré pestiféré. Donc là, vous allez avoir une phase de domestication où on va domestiquer le régime à coup de pression, d'embargo, discrète ou carrément avouée, à coup de pression, en utilisant les relais internes pour lui faire signifier une menace. Chez Kadhafi, à un moment donné, c'était l'islamisme et c'était aussi une région, qui était la Cyrénaïque, avec des velléités de manifestation. Là, on montre au régime qu'elle on a de quoi te contraindre. Alors là, Kadhafi a fait tout ce qu'il fallait. Il est allé jusqu'à libérer le nom des groupes armés qui l'ont aidé. Il a payé, vous savez que toutes les victimes de cette histoire, il a payé très cher par individu, il a livré des armes à lui, il a démantelé son soi-disant programme d'armement chimique, il a ouvert les portes, bref, il a fait ce qu'il fallait pour devenir ce qu'on appelle un État normal, c'est-à-dire pour eux un État non-voyou. Mais ça ne suffit pas, parce que beaucoup de gens croient que c'est courant. Quand je dis l'Occident, enfin, je ne parle pas de l'ensemble. Je parle des forces qui, à l'intérieur de l'Occident, représentent des intérêts. Nous avons dans l'Occident même des alliés. Nous avons dans l'Occident même des forces politiques, sociales, intellectuelles qui sont contre cette prétention à la recolonisation du monde. Ce sont des alliés qui existent. Donc je dis Occident par commodité. Par exemple, il ne faut pas confondre, et c'est très important dans l'analyse, les néoconservateurs avec leur métastase en France, avec des courants progressistes aux États-Unis et en France qui ont tout à fait une autre vision du monde. Là aussi, il ne faut pas se tromper en faisant des confusions. D'ailleurs, eux, c'est ce qu'ils souhaitent, qu'on se trompe à tous les coups. Parce qu'ils sont spécialistes dans la création d'amalgames. Occident, impérialisme, islamisme, islamisme, terrorisme, etc. Donc, nous devons être un peu plus prudents. Donc, cette deuxième phase, elle a été menée à bien. Kadhafi pensait que c'est pas vrai. En fait, cette seconde phase consiste tout simplement à créer une stabilité qui permet aux forces internes liées aux intérêts occidentaux de se reconstituer et de se préparer à l'offensive. Ça, c'est la troisième phase. Quand, à l'intérieur, les forces, les relais intérieurs, parce qu'il n'y a pas aucune puissance étrangère ne peut vous affecter si il n'a pas à l'intérieur des relais d'exécution et de transmission. Alors, ces forces, si on a le temps, on les citera. Ce sont des forces qui ont des caractéristiques objectives, etc. Mais il en est ainsi. Donc, l'Occident va attendre que ces forces, ces relais internes, se reconstituent, se remembrent, se fortifient et passent à l'offensive. En fait, qu'est-ce que c'est que ce qu'on a appelé le printemps arabe? C'était le moment où ces relais de l'intérieur, d'ailleurs c'est pour ça que le conflit a d'abord des causes internes, avaient cru ou pensé avoir atteint le niveau de préparation nécessaire pour s'emparer du pouvoir. C'est pour ça que ça se déclare brusquement dans tout l'espace arabe, parce que nous sommes dans le même espace géostratégique. Nous sommes dans un espace où les forces, le niveau de maturation des forces, des consciences, le niveau de crise des États est le même. Donc ça apparaît simultanément, ça peut étonner, mais la raison est simple, c'est tout simplement, après une phase d'affrontement, le cas de l'Irak a été la phase d'affrontement, clair, net, précis. Ensuite, vous avez l'étape de domestication. Le régime syrien aussi a connu une étape de domestication, le régime libyen, tous les régimes, l'Algérie, nous avons connu parce qu'on nous a aussi imposé les impératifs des institutions financières internationales. En fait, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une étape de domestication où on prépare votre marché à s'articuler
à s'insérer en tant que périphérie dans le centre capitaliste mondial. Ou même, quand les forces internes s'emmurent, ils passent à l'offensive. Et la maturité de ces forces atteint le même niveau à peu près à la même période. Ensuite, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que la destruction de la Libye, comme la recomposition de l'ensemble du monde arabe et du Maghreb, s'inscrit dans un plan de recomposition géopolitique de la zone MENA, imaginé par les États-Unis et Israël, et entériné par les autres puissances occidentales. Là, je vous envoie, comme on n'a pas le temps d'aller dedans, je vous réfère au livre au cœur des services spéciaux d'Alain Chouet, où il montre comment les néoconservateurs américains ont élaboré ce plan, mais les premiers à l'avoir élaboré, évidemment, c'est Israël. Il a été entériné par l'ensemble des puissances occidentales. Son objectif, c'est la reconstitution de l'espace colonial, qui nécessairement passe par la destruction des États-nations, comme socle, parce qu'ils peuvent être des socles de résistance efficaces, et par l'émergence de centralités infrapolitiques à faible capacité de résistance. Deuxièmement, le deuxième objectif, c'est d'assurer la survie éternelle et définitive d'Israël au sein de la région comme puissance hégémonique. Ça veut dire que chaque pays dans la région MENA, du Yémen jusqu'au Maroc, qui serait susceptible d'altérer le rapport de force stratégique en défaveur d'Israël doit disparaître. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir les pays concernés, c'est pas pour rien. Il y a des pays auxquels on ne touchera pas pour le moment. Mais tous les pays qui sont capables d'altérer ce rapport de force stratégique au détriment d'Israël doivent disparaître. Ça, c'est le deuxième objectif de ce. Donc, on voit toutes les causes. Il y a les cartes, hein, malheureusement. Évidemment, ça a été repris, le projet a été mis en détail par Joseph Bidel, il y a les textes. Le problème, c'est que nous, en Algérie, on ne lit pas beaucoup. Mais les textes existent et ils ne l'ont pas caché. C'est-à-dire, à leur décharge, ils ne l'ont jamais caché. Le problème, c'est que chez nous, on ne lit pas, on lit très peu. Mais ils ne l'ont pas caché. C'est des textes très clairs, très explicites, et ils le disent ouvertement, nous allons faire cela, etc. Alors, le troisième point que j'aurais envie d'entamer, je vais arrêter, parce que je sais que je me fatigue, je vais arrêter, c'est est-ce que la paix est possible en Libye? Que va-t-il se passer? Alors, il est clair que les courants dominants en Occident ne veulent pas de la paix, ne veulent pas de solution politique. 2. Quand on prend les pays du Maghreb, il est clair que le Maroc veut la guerre, ne veut pas la paix, et veut jouer le rôle de la Jordanie. Pourquoi? Parce qu'il espère, dans le chaos qui va en découler, dans la foulée, régler la question du Sahara occidental à son avantage. Et peut-être même pouvoir avoir encore plus d'espace nécessaire. Les Tunisiens, ils étaient contre, mais vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, ils ont changé d'avis. L'Égypte, elle est pour. L'Égypte est déjà intervenue. N'oubliez pas que les Égyptiens considèrent la Libye comme leur profondeur stratégique. Par ailleurs, le régime égyptien maintenant n'a aucune légitimité, sinon à l'intérieur le développement économique et à l'extérieur le rôle de leader dans la lutte antiterroriste, notamment dans le monde arabo-musulman. Donc, il marche. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, vous le savez, veulent la destruction de la Libye. D'abord parce qu'ils veulent prolonger leur survie, ils se savent en sursis. Ensuite, parce qu'ils ornent les marchés énergétiques de la Libye et le pétrole libyen. Troisièmement, parce qu'ils veulent consacrer leur insertion dans l'Alliance occidentale afin de se prémunir et entamer ce qu'ils veulent, ce que eux présentent et veulent que ça soit la contradiction principale, c'est-à-dire l'opposition, la dite opposition chiite sunnite. Donc ils sont pour les autres pays, ils ne posent pas de problème, ils sont dans un état de décomposition. Donc de ce point de vue, il y a de fortes chances que... alors, le président soudanais, c'est-à-dire le Soudan,
le président Omar el-Bashir, lui, se dit hostile à une intervention étrangère et prendre le dialogue. Mais nous savons que le Soudan soutient toujours la nébuleuse islamiste dans l'espace conflictuel en question. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, il le dit... Alors, donc, on veut la guerre. L'Algérie peut être l'un des rares pays à sincèrement vouloir un dialogue et une solution politique. C'est très difficile de renverser la vapeur. Alors, en réalité, de notre point de vue, qui est paix ou guerre, ça change énormément. Pourquoi? Parce que le conflit libyen, en réalité, c'est pour ça que je parlais de conflit de système ou de complexe polymogène, dans le conflit libyen concernant l'Algérie, il y a deux pôles qui peuvent affecter l'Algérie de façon extrêmement, de façon catastrophique. Un, vous avez le pôle Touareg, et là, les puissances occidentales jouent beaucoup sur cet aspect. Donc, nous avons des Touaregs en Libye. N'oubliez pas que les Touaregs sont un ensemble transnational qui s'étend jusqu'au Mali et qui passe par l'Algérie. Donc, c'est un véritable enjeu stratégique avec une capacité d'amplification terrible, extraordinaire et très efficace. Donc, à partir de là, vous savez comment, en Algérie, on nous a placés au sud des abcès polymogènes qu'on peut déclencher à chaque instant et qu'on peut déclencher dans la perspective de cette problématique. Vous avez aussi la question berbère, qui est aussi, vous avez les berbères du Nefoussa qui ont des revendications, et ça aussi, ça peut être utilisé comme un effet d'amplification qui s'étend à l'Égypte et à l'ensemble du Maghreb, y compris l'Algérie. Donc le véritable enjeu pour nous, ils sont là. Parce que l'enjeu pour l'Algérie actuellement, c'est maintenir l'unité nationale, la stabilité et entrer le plus vite possible dans une phase de relance économique qui est vitale pour notre avenir. Sinon on meurt. Sans diversification de notre économie, on meurt. Et le quatrième enjeu auquel est confronté en Algérie, qui est un enjeu stratégique, c'est l'enjeu du Maghreb. Ça veut dire tout simplement que nous n'avons pas de chance de survie sur le long terme en dehors de l'espace maghrébin. Là aussi, empêcher à tout prix que le Maghreb ne se constitue. Nous comprenons alors pourquoi le soutien de beaucoup de puissances occidentales au Maroc, parce que la question du Sahara, tout simplement, l'intérêt stratégique actuellement du Sahara, c'est quel est le facteur qui entrave la formation de l'espace maghrébin. Et en réalité, tous ceux qui actuellement amplifient les facteurs qui peuvent diviser au lieu des facteurs qui unissent, font œuvre. C'est vraiment un acte criminel du point de vue historique. Donc c'est ça les enjeux pour l'Algérie. Donc, pour nous actuellement, il faut dire qu'il est très difficile de faire quoi que ce soit, parce que nous sommes seuls à vouloir la paix. Hormis quelques forces, nous sommes seuls à vouloir réellement une solution politique. Donc, deuxièmement, nous sommes dans l'espace conflictuel dans lequel est inséré le conflit libyen. À partir de cela, il j'ai cité deux facteurs d'entraînement qui peuvent affecter l'Algérie. Vous avez le troisième facteur, qui est le facteur de l'islamisme, qui est un facteur extrêmement important, notamment la variante djihadiste, c'est-à-dire l'État islamique ou l'AQMI, ou les différentes milices islamistes armées. Vous avez aussi le facteur mafieux, que j'insère moi dans l'économie informelle. Le secteur de l'économie informelle est un secteur de dilution des États-nations. Et c'est pour ça que ce secteur entre dans les stratégies occidentales comme facteur qui va permettre la reconstitution du lien colonial. Parce que c'est un secteur qui est nécessairement dépendant du capital étranger. Donc, je n'irai pas plus loin pour permettre le débat. Je vous remercie de m'avoir écouté et à vous la parole. تنفيذيا
للمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، ثم مديرا عاما بالنيابة لذات المركز بين سنتين 2009 و 2011. أود كذلك التذكير بأهم ما جاء في مداخلة الدكتور الذين ممكن لديهم صعوبات في فهم اللغة الفرنسية. هو تكلم عن النزاعات في الموجودة حاليا في المنطقة العربية بأن النزاعات مركبة وليست نزاعات بسيطة، لأن تدخل فيها عدة اعتبارات، وكذا تطرق إلى الأهداف التي يسعى إليها الغرب من خلال إشعال هذه النزاعات، وهي أولا تحطيم الدولة الوطنية، ثم حماية إسرائيل والحفاظ على هيمنتها على كل المنطقة، وكذا السيطرة على الموارد الطبيعية. بدون إطالة نفتح النقاش، ولا بأس أن نذكر في البداية أن كل متدخل رجاء أن يقدم نفسه والمؤسسة التي جاء منها أو يمثلها، وكذا رجاء الاختصار ورجاء أن تكون الأسئلة مباشرة حتى. Excusez-moi de vous poser comme ça ouvertement la question. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser que M. Boukra nous présente un scénario catastrophe, d'une, et de deux, est-ce que M. Boukra, en tant que DG de cet institut qui fait un peu la prospective, voudrait influer sur les décisions à prendre dans un contexte, dans celui-là, que nous pouvons, et ça serait une bonne chose, que nous sommes en train de passer. Voilà, merci. هل للدبلوماسية الجزائرية ورقة رابحة لاحتواء الأزمة في ليبيا ومنع التدخل العسكري في ليبيا؟ من قبل قليل ذكرتم بأن النظام الدولي هو صناعة غربية، فيه قوى هي التي وضعت هذا النظام الدولي الجديد، نعرفه يعني من عهد رونالد ريغان وغيره. الآن كيف ندخل لهذا النظام وهو يناقض مبادئنا، يناقض توجهاتنا، يناقض حتى مرجعياتنا. على سبيل المثال الجزائر لن ترسل رغم الضغوطات قواتها لمحاربة أي قوى حتى ولو إرهاب خارج حدودها. هل يا ترى نحن مقبلين على مراجعة كل هذه المرجعيات؟ وهل ما هو هامش حماية السيادة في ظل هذا الزلزال الكبير وهذا الثورة الجيوستراتيجية الجديدة؟ شكرا. Je vous félicite d'abord, M. Boukra, pour cet exposé pertinent. Mais j'aimerais rebondir sur la question de notre ami sur le scénario catastrophe. Il me semble qu'il est extrêmement important du fait que la crise libyenne impacte directement l'Algérie. Donc il me semble qu'on doit développer un peu plus cette question, faire le tour de la question, parce que j'ai l'impression que vous le dites peut-être, je ne sais pas, par commodité de langage, vous nous dites que ce n'est pas un scénario catastrophe, mais tout le monde voit que c'est un scénario catastrophe. Vous-même, vous avez dit que l'Algérie ne peut pas survivre seule, donc il va falloir qu'elle se cherche des alliés occidentaux. Et moi je vous pose la question, quel est selon vous l'allié ou les alliés avec lesquels l'Algérie pourrait faire son chemin? Est-ce que c'est la Russie? Est-ce que c'est les Occidentaux et Israël qui sont en train de provoquer ce chambardement géopolitique dans notre région? Et puis, vous avez commencé par les facteurs de déstabilisation de la Libye qui sont assez justes, effectivement. Et vous avez parlé de l'approche ethnique, la question des berbères et tout, effectivement. Oui, d'accord, ok. Oui. J'aimerais savoir, selon vous, je sais que vous avez un devoir de réserve, mais j'aimerais connaître votre position. Est-ce que vous pensez sincèrement que l'Algérie est suffisamment préparée pour faire face éventuellement à ce genre de problème? Je parle de la crise berbère, parce que vous savez comme le 12 qu'il y a un mouvement en Algérie qui s'appelle le MAC, qu'il y a 21 et tout ça, c'est pas la peine de faire un dessin, mais c'est une question qui me semble, personnellement, elle me fait peur pour l'Algérie. Je pense que ce qu'on appelle l'unité nationale en Algérie, et si on revient à la révision de la Constitution, je pense que l'Algérie n'est pas suffisamment solidifiée. L'unité nationale n'est pas... j'ai comme l'impression que le pouvoir n'a pas pris la mesure des dangers qui guettent le pays. Et
On entend beaucoup de monde, beaucoup de responsables nous parler du front intérieur, le Jabhat Dakhiliya, pour faire face aux menaces exogènes, donc externes. Mais il me semble qu'on n'a pas fait assez et on doit le faire et vite. Je vous remercie. الجزائر كما الدول هذه السابقه ولكن هذا اليوم اوني با دون لوبليغاسيون دوفرير ان ديبا ناسيونال سور لا سيكوريتي الامن القومي الداخلي وتعيد الشعب تاعنا والطبقات النخبه تاعنا وطبقات كل طبقه تاع المجتمع ضد الظاهره هذه والخطر هذا اللي راه جاي متقدم وزاحف لينا وراه يمس في الحدود تاعنا الجنوبيه والشرقيه. شكرا. Sans relais nationaux. Donc ma question est de savoir. D'ingérence étrangère réussie. Oui. Yani... En effet. Donc ma question est de savoir, ne pensez-vous pas que la nature du régime actuel et l'absence d'une démocratie réelle et de débat ouvert et de transparence nourrit ces fameux relais et ces conflits internes, donc ouvre la voie à une ingérence étrangère? Nous avons bien vu ce qui s'est passé en Syrie et en Libye, c'est l'absence d'ouverture politique qui a permis ces ingérences. الجميع. أنا عندي سؤالين دكتور فيما يتعلق بمظاهر التسلح اللي قرأت عن المشهد الأمني في ليبيا الآن. أجلت أجل انتخاب الحكومة إلى الاثنين القادم في ظل التعارضات والضغوطات التي تمارس على النواب. منذ 3 أيام ظهرت مظاهر تسلح جديدة إلى المشهد الأمني وهي الميليشيات البربرية، أعلام بربرية، سيارات مدفعة يعني تحمل العلم البربري إلى غير ذلك. هل تفسرون ذلك بقرارات التي خرجت بها لقاء الصخيرات في المغرب؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، منذ أيام قلائل السعودية وقطر طلبتا تدخل الجيش الجزائري في المعترك الأمني. والجزائر يملك عقيدة نوفمبرية بالنسبة لعدم التدخل في أي تحامي الحدود فقط دون التدخل في دول أخرى. إلى أين يكمن هذه أو هذا الراهن هذه العقيدة التي تشبث بها المؤسسة العسكرية، هل فعلا تلتحق أم لا؟ شكرا. الجزائر دائما تنتهج سياسة الحوار باش يطبقوها بين الفرقاء الليبيين للوصول لحل سلمي. الخبراء يعتبروه بالحل الناجع. إذا تم ذلك ما مستقبل ليبيا في ظل التواجد الأجنبي؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني متعلق بالإعلام بصفة عامة. هذا الإعلام لينقل مجريات الأحداث وأيضا يحللها، لكن الكثير يأملون أن يكون هذا الإعلام دور فعال في المساهمة في حل حالات الأزمات الأمنية اللي تشهد عديد الدول على غرار ليبيا. حبينا نعرف حسبكم أستاذ ما هي الآلية الواجب اتباعها لتفعيل ذلك؟ يعني ما كاينش ما فيش بلد ممكن ان يستفيد من الا اذا كان هو بنفسه خلق هذه الازمه. يكون انسترومونتاليزي بور سيز انتيري. ولكن حنا في الجزائر ما عندناش اون اوكان انتيناس كو لو كاو سانستال دون لا ريجيون. بالعكس هذا دونك هل ممكن ان ننسلخ من القضيه الليبيه؟ هذه كما حكيت، اذا كما يقول محمد ما مشاش الجبل يجي محمد. صافي سي vous voulez vous affranchir, elle est là. On ne peut pas s'affranchir de واش يقول لك جارك ولا حول باب دارك واش حدير. معناها ان القضيه هذه حتى انت تحب الملف هذا تقول انا ما يهمنيش لا نسخ فيك. يعني غير ممكن لاي بلد يعني ان ينسلخ بهذه السهوله من ملف او من ازمات جواريه لها صدى في عمقه. يعني حتى اذا لم نريد فالازمه الليبيه لها صدى في عمق الجزائر. واش كنا نتكلم على هذا كاع الظروف. اذا انا نظن بالطبع ان لا مصلحه ان يعني يسد المنطقه. لماذا؟ لان من يستفيد من هذه الازمات، احنا نعرف من يستفيد من الازمات، نعرف شكون
ساهم في خلقها في تقويتها ونعرف من قادر ان يستعملها. راك تكلمت مثلا على الغرب، تكلمت على المملكه العربيه السعوديه الى اخره. دونك كل ما يغلق الابواب امام التدخل الاجنبي بالطبع هو في مصلحتنا. لماذا؟ لان اولا عندنا اشياء احنا مهتمين بها وهي اكثر ممكن حيويه. لو بروبليم لا ديفيرسيفيكاسيون دو ليكونومي ناسيونال سي كيستيون فيتال. يعني كل ما يبعدنا عن هذه القضايا يا لا كيستيون دو لا كونستركسيون ناسيونال كي ني با اشفي. Il y a toutes ces questions-là. Tout ce qui peut détourner. يعني كل ما يبعدنا عن هذه القضايا والإشكاليات مش في المصالح. الأزمة احنا أيضا ما عندناش، ولكن للواقع واقع وريال أريال. هذه واحدة. ثانيا حول عدم الديمقراطية في الجزائر وإلى آخره. أنا شخصيا أعطيك رأيي. D'abord, on a une je ne sais pas s'il n'y avait pas un minimum de démocratie, on pourrait tenir. Allez tenir un tel débat. Moi, je connais bien le monde arabe et le monde africain. المركز الافريقي او الارهاب سافرت كل افريقيا وسافرت كل العالم العربي. نعرف ثانيا ما نعرفش انا ما نقولش باللي nous sommes dans une situation de démocratie idéale, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il y a encore des limites. Quelles? Il y a des limites réelles. Mais, تحبي ولا لا pour être sérieux, ما نقدرش نقول أن c'est un régime autoritaire alors qu'on a des débats libres. Est-ce que vous avez des pressions qui s'exercent sur vous en tant que journaliste? Soyez honnête. Pourquoi se contenter d'un minimum de démocratie? Soyez honnête, madame. لا جاوبيني. On aspire à une réelle démocratie, pas un minimum. لا شوف أنا مانيش ضد الحوار. جاوبيني قبل. لا جاوبيني ونكمل بالعقل. هل يوم من الايام صار عليك ضغوطات او صار لك حاجه اللي باسكو كتبتي ولا قلتي حاجه؟ الصحفي ما يقدرش لا جاوبيني يا مدام سينو كيسكو لا برينسيبال كاسيون ريبوندي موا. ما نقدروش ريبوندي. لا انا نقدر نقول لك انا ما عنديش ضغوطات. Je n'ai jamais une pression quelconque, même en tant que, soit au CAER, soit en tant que directeur de l'INES. Jamais. On ne m'a jamais demandé قال دير هذيك ولا قول هذيك. Et je le dis ouvertement, je l'assume. قولي لي انت اذا كصحفيه كاش نهار ضغطوا عليك. قولي اذا ضغطوا عليك je serai le premier à vous défendre. Il y a signé une pétition donc. Donc, je ne dis pas que l'Algérie c'est l'idéal. C'est un processus la démocratie. Ça ne tombe pas du ciel. C'est un processus historique long qui est le résultat des luttes. Donc تحبي انت هذه الاشياء بين عشيه وضحاها ما كاينش منها. نزيد تحبي الديمقراطيه بلا ما تناضلي. Il n'y a aucun acquis qui est durable s'il n'est pas le résultat d'engagement, de lutte et de conscience. Quel que soit le degré politique, il ne règle rien. ولكن يلزم على الأقل il faut avoir l'honnêteté, il faut avoir l'objectivité. Si on n'a pas achevé le processus démocratique, et je suis d'accord avec vous, il vaut mieux le plus que le moins dans la démocratie, أنا معاك. Mais تحبي ولا لا tout de même, en Algérie, nous sommes très en avance par rapport à les pays que je connais dans le monde arabe et en Afrique. C'est pas ce que disent beaucoup de classements. C'est pas ce que disent beaucoup de classements d'ONG internationales. Ah, les ONG. Ah, mais si vous êtes dans la logique des ONG, شوفي c'est simple. Je suis dans aucune logique. نعطيك القائمة تاع les ONG وحدة بالوحدة. شوفي ما تدخلينيش dans un débat idéologique, j'ai horreur de ça. Mais je peux vous dire que les ONG ont toute honnêteté. On peut prendre la liste, on peut en discuter. Wahda bwahda. S'il y en a une منهم qui n'a pas une fil à la patte. Vous n'avez pas répondu à ma question. Si. Est-ce que ça ne fragilise pas la notion d'État-nation? ماناش في مناظرة شخصية، حنا نديرو نقاش، كل واحد يطرح نقاش ويسمع يسمع إلى آخره. لو كل واحد يدخل في نقاش شخصي مع المحاضر الخمسة ما يكذبوا. اسألني جاوب. سمحت. نعم.
في حال أنا قلت في حال نجاح الحوار السياسي ما هو مستقبل ليبيا. أنا قلت لك أن هذا هو رأيي. الأزمة الليبية تتجاوز ليبيا. معنى أن القضية اليوم مش مصير ليبيا فقط، ليبيا أو سوريا. الآن أيضا السؤال المطروح ما هو الحال سوريا في إطار الحل السياسي الجديد. هو القضية هي قضية تخص كل منطقة، وإعادة تقسيم أو إعادة تركيب جيوسياسي لكل المنطقة. معنى أن السؤال المطروح مش فقط على ليبيا، هو مطروح على كل البلدان في هذه المنطقة. كما قلت دروك قال لك باللي كل البلدان اللي شاركت في الحرب تاع 67 هي في الواقع، وأنا موافق، ولكن هي أكثر من هذا. كل البلدان اللي قادرة تغير ميزان القوة الاستراتيجي ضد إسرائيل مهدد. هذه قاعدة. المشكل هو ما مصير كل هذه البلدان إذا لم ينجح الحل السياسي، وحتى إذا نجح الحل السياسي في فائدة من؟ لأنك نقول الحل السياسي، الحل في حد ذاته مش مطلق. معناها السؤال يبقى مطروح، سوف يكون حل سياسي ولكن في فائدة من؟ هذا هو السؤال المطروح. هي نظن أن ما نسميه بالقصد الأدنى بالسميك هو المحافظة على الوحدة الوطنية. هذه وحدة، هذا هو القصد الأدنى. المحافظة على الوجود القومي، سواء كان على شكل فيدرالية أو على شكل مهما كان الشكل. معناها أن ما هو المهم؟ المهم هو أن من على 50 سنة يكونوا موجودين الناس يقدروا يطلق عليهم اسم سوريين أو جزائريين أو تونسيين أو مغربيين. هذا هو سي سا لونجو فقط. وشكرا. شكرا لك دكتور. كانت هذا آخر جواب لنقاش اليوم. شكرا لكم على الحضور معنا. إلى لقاء قريب إن شاء الله لمناقشة القضية الأخرى. يوم سعيد. السلام عليكم ورحمة الله.